Ok, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, donc effectivement, avec vous, le titre de l'intervention, c'est Faut-il mieux vivre en ville ou à la campagne? Alors, ça fait suite à un article de blog que j'ai publié sur le média Bon Pote l'année dernière, parce que suite à des discussions avec Thomas Wagner, le créateur de ce média, on s'était posé cette question, et puis du coup, j'avais écrit là-dessus, et quelque chose qu'on avait regardé, c'était, voilà, si jamais on veut réduire son impact sur l'environnement, est-ce qu'il vaut mieux, lorsqu'on est français, vivre en ville ou vivre à la campagne, sachant qu'on s'était d'une part basé sur les évaluations existantes sur, en moyenne, quels sont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre suivant le lieu où on habite, comme par exemple ces cartes ici, mais aussi sur dans quelle mesure est-ce qu'il est possible, lorsqu'on veut, d'agir pour réduire son empreinte environnementale suivant le lieu où on habite, sachant que les émissions actuellement observées ne sont pas forcément un bon reflet de la capacité qu'on a à agir si on veut le faire sur différents territoires. Maintenant, dans cette présentation, je n'ai pas vraiment rentré dans les détails de cet article. Je vais plutôt juste me concentrer sur un aspect qui, je pense, est particulièrement pertinent par rapport à la conférence d'aujourd'hui, qui est la question des émissions liées au transport et qui apparaît très relié à cette question de la densité. Donc en fait, dans l'étude qu'on avait faite comme ça, disons qu'un des gros facteurs de différence suivant le lieu où on habite, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment cette question du transport, et notamment la difficulté, ou voire la quasi-impossibilité de ne pas utiliser de voiture si on habite dans des zones peu denses. Alors déjà, pourquoi est-ce que la question du transport, c'est important? C'est parce que tout simplement, si jamais on prend, ici vous avez les chiffres, la répartition de l'empreinte carbone moyenne des Français sur différents postes d'émissions, les trajets en voiture, ça représente en moyenne, sur la population française, 20% de l'empreinte carbone. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on dézoome un petit peu et qu'on essaye de regarder un peu dans une perspective un peu internationale, voilà, pour comparer à des territoires d'autres caractéristiques, il faut voir que ce chiffre de 20% est relativement similaire dans les différents pays développés. C'est bien sûr bien moindre dans les pays en développement, où les gens utilisent moins de voitures à cause du revenu, mais dans les pays développés, c'est assez similaire. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que, de manière globale dans le monde, lorsque plus un pays est développé, plus la part des émissions de gaz à effet de serre liées au transport est importante. Et en fait, on pouvait voir, par exemple, des graphes comme celui-ci. Donc, ce graphe-là vient d'un des rapports du GIEC, et ce qui est représenté sur ce graphe, alors je suis désolé, c'est écrit en petit, c'est vous avez en ordonnée, sur l'axe des Y, vous avez le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre des régions du monde qui vient des transports. D'accord? Donc au maximum c'est 100%, au minimum c'est 0%. Et en abscisse, vous avez le PIB par habitant dans ces régions. D'accord? Et les lignes que vous voyez, c'est l'évolution comme ça du PIB par habitant et de la part que représentent les émissions, le transport dans les émissions de gaz à effet de serre dans ces régions des années 70 à aujourd'hui. Donc hop, ça fait une courbe, ça fait une évolution. Les pays deviennent de plus en plus riches au cours du temps, donc le PIB par habitant augmente. Donc à chaque fois, ça fait des courbes qui vont vers la droite, et dans le même temps, comme les pays comme les régions deviennent plus riches, la part que représentent les transports dans les émissions totales de gaz à effet de serre augmente. C'est ce que vous pouvez voir ici. Maintenant, et les différentes couleurs représentent différentes régions du monde. Maintenant, un point qui est assez intéressant là-dessus, c'est que vous voyez quand même que les différentes régions du monde ne suivent pas exactement la même trajectoire. C'est-à-dire que ça fait des lignes parallèles, mais notamment si vous prenez ce qui est représenté en bleu clair ou en bleu un tout petit peu moins clair, c'est-à-dire l'Europe et les pays développés d'Asie et d'Océanie, vous avez une trajectoire. Si vous prenez maintenant la ligne qui est en bleu foncé, c'est l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, vous avez une trajectoire qui est parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on compare Europe et Japon, Europe et Japon-Corée, à ce qu'il peut y avoir aux États-Unis ou au Canada, pour un même niveau de développement, pour un même niveau de PIB par habitant, les transports ne représentent pas du tout la même fraction des émissions. En fait, aux États-Unis et au Canada, les transports représentent une fraction bien plus importante des émissions totales de gaz à effet de serre que ce que vous avez en Europe. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est le cas? Tout simplement parce que la géographie de ces pays est très différente. Les pays Canada et États-Unis sont beaucoup moins denses que les pays européens, et ce qui fait que les gens se déplacent plus en avion, mais ce qui fait
aussi, et aussi pour plein de raisons historiques, que les villes n'ont pas du tout la même structure. Et ça a un impact énorme sur la place que prennent les transports dans les émissions de gaz à effet de serre. Une manière d'illustrer ça que j'aime bien, c'est cette comparaison entre Atlanta et Barcelone. Ici, sur ce graphique, vous avez les zones urbanisées d'Atlanta et de Barcelone qui sont représentées à la même échelle. Et ce que vous pouvez voir, c'est que Barcelone est beaucoup plus petite, en taille beaucoup plus dense qu'Atlanta. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ces deux villes ont à peu près la même population. D'accord, ces deux villes qui ont à peu près la même population, ces deux villes qui sont toutes les deux situées dans des pays développés, où, disons, la qualité de vie est relativement similaire, simplement pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, mais elles n'ont pas du tout été, et pour des contraintes physiques aussi, elles n'ont pas du tout été construites de la même manière. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si vous prenez les chiffres qui sont marqués en bas, en bas à droite, c'est les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre par habitant liés au transport dans ces villes. Et ces émissions sont de l'ordre de 7 tonnes par habitant à Atlanta, alors qu'ils sont de l'ordre d'à peu près 1 tonne à Barcelone. C'est-à-dire que vous avez quasiment un facteur 7 entre les deux. Et ça, c'est très très lié comme ça à cette organisation spatiale. Alors pourquoi ? Simplement parce que déjà, étant donné que Barcelone est beaucoup plus petite en taille qu'Atlanta, statistiquement parlant, tous les trajets faits dans la ville sont plus courts. Et aussi parce que, comme Barcelone est beaucoup plus dense qu'Atlanta, c'est beaucoup plus simple d'y mettre un système de transport en commun efficace. À Barcelone, par exemple, vous avez à peu près 100 km de lignes de métro. Et vous avez, si je me rappelle bien les chiffres, vous avez les 2/3 de la population qui vivent à moins de 600 mètres d'une station de métro. Alors, il y a des urbanistes qui sont amusés à calculer que pour avoir la même accessibilité au transport en commun à Atlanta, pour que la même fraction de la population vive près de stations de métro ou de train, en optimisant les choses, il faudrait plus de 3400 km de lignes de transport en commun. Ce qui n'est pas impossible, mais bien sûr est très coûteux, très difficile à faire. Et c'est vraiment ce type de comparaison qui est à la base du fait de dire que rendre une ville plus dense est quelque chose qui est important de manière à réduire son empreinte sur l'environnement, notamment de manière à réduire les conséquences environnementales des trajets faits par les gens. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut regarder aussi. Par exemple, vous avez un certain nombre d'études qui regardent ce qui se passe à l'intérieur des villes. Ici, par exemple, sur cette carte, vous avez le niveau d'émissions de gaz à effet de serre par personne dans les différents quartiers de Toronto. Alors, le centre-ville est un petit peu vers le bas, vers le milieu, là où c'est vert. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que plus les quartiers sont près du centre-ville, donc plus ils sont denses, plus les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre par personne sont faibles. Et c'est ce genre de choses qui explique qu'on observe la même chose lorsqu'on compare des villes. Alors après, d'ailleurs, un petit point de méthodologie, lorsqu'on voit des cartes comme ça, une chose que l'on peut se demander, c'est en fait, qu'est-ce que ça montre ? Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que dans une ville, quelqu'un qui veut se déplacer en voiture dans tous les cas, parce que c'est son choix, décide d'habiter en banlieue, alors que quelqu'un qui n'aime pas trop se déplacer en voiture, du coup, préfère habiter dans le centre-ville. Donc en fait, ça, ce ne soit pas le reflet de vraiment les conséquences de la densité sur les gens, mais juste les choix des gens, etc. Et c'est quelque chose qui est tout à fait valide. En fait, c'est ce qu'on appelle le biais d'autosélection. Et voilà, pour information, il y a beaucoup d'études qui arrivent à corriger ce biais et qui arrivent à obtenir des chiffres en faisant abstraction de ça. Donc, juste pour en citer quelques-unes, vous avez par exemple cette étude-ci qui fait cela en utilisant ce qu'on appelle des variables instrumentales assez particulières, en faisant des statistiques assez avancées. Vous avez des études qui font ça en suivant des gens au cours du temps. Donc si on suppose que leur goût ne change pas trop, ou si on contrôle par le fait qu'ils aient des enfants, etc., on peut dire des choses. Vous avez aussi, par exemple, il y en a beaucoup des études de ce type-là, mais cette étude-ci, qui, elle, se base carrément sur un cas dans lequel il y avait une loterie qui attribuait au hasard des logements à des gens, et où du coup, le fait d'habiter en centre-ville ou en banlieue c'était vraiment la chance, et qui montrait que même dans ce cas-là, on voyait vraiment un impact. Alors après, peut-être deux petits points là-dessus qui sont importants, c'est que déjà, dans toutes ces études, la densité des quartiers n'influe pas à 100% sur les choix de transport. On a juste un impact qui est significatif, donc ça influe sur les choix, mais ça ne les détermine pas du tout à 100%. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui varient. Déjà, il y a des gens qui, dans tous les cas, préfèrent se déplacer en voiture, par exemple. Il y a des gens pour lesquels, du fait de leur âge, du fait de handicap ou du fait qu'ils aient des grandes familles, pour lesquels c'est plus compliqué. Voilà, il y a plein de facteurs qui jouent. Et lorsqu'on dit que la densité joue sur les choix de transport des habitants, c'est lorsqu'on prend des habitants de caractéristiques identiques, pour éviter cet effet-là. Et de la même manière, lorsqu'on prend des quartiers
différents. Des quartiers de même densité, si jamais on prend un quartier dense mais dans lequel il n'y a pas du tout de transport en commun, les gens devront plus se déplacer en voiture si on prend un quartier identique dans lequel il y a des transports en commun. Donc encore une fois, c'est en comparant également des quartiers de caractéristiques identiques. Il faut bien garder ça en tête. C'est-à-dire que dans tous les cas, là je vous parle de densité, mais la densité n'est qu'un des éléments qui joue. En fait, de manière globale, lorsqu'on est dans un quartier dense, cela facilite le fait de pouvoir permettre aux gens de se déplacer de manière peu carbonée. Mais c'est un élément facilitateur, mais qui n'est pas suffisant à lui tout seul. Alors, peut-être juste un tout petit point là-dessus, très rapide. Lorsqu'on regarde au niveau mondial, vous savez sûrement que du coup, c'est une grosse question qui se pose. Cette question de la densité des villes. Ici, par exemple, vous avez les chiffres des Nations Unies sur l'augmentation de la population mondiale, c'est la courbe bleue, mais surtout, vous avez en rouge l'évolution de la population qui vit dans les campagnes et en vert l'évolution de la population globale qui vit dans les villes. Vous avez les chiffres jusqu'à aujourd'hui et ensuite les projections jusqu'à 2050. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, donc, la courbe verte, c'est les habitants en ville dans le monde. Alors, c'est dur de dire, un habitant urbain, rural, donc voilà, il y a des hypothèses derrière, mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous voyez que d'une part, le nombre d'urbains dans le monde augmente année après année, puis les projections, c'est que ça continue, mais surtout, si jamais on regarde les chiffres absolus, ils sont complètement massifs. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, dans le monde, toutes les semaines, il y a environ 1,5 million d'habitants en plus dans les villes. D'accord ? Et ça, c'est toutes les semaines, depuis 10 ou 20 ans, et dans les projections pendant encore des dizaines d'années. Ou pour dire ça autrement, ça fait que chaque année, vous avez à peu près l'équivalent de 6 fois l'Île-de-France qui est construite dans le monde. Et en fait, ce qui est compliqué avec ça, c'est que lorsqu'on construit une ville, on a le choix de quel est le type de structure de la ville. Si elle est très étalée, si elle est dense, s'il y a une certaine forme, une autre. Mais une fois que la ville est construite, c'est très difficile de revenir en arrière. Pour preuve, vous avez beaucoup de centres-villes français dans le sud de la France dont le plan suit toujours les plans qui avaient été faits à l'époque romaine, par exemple. Et du coup, la grosse question qui se pose au niveau mondial, c'est toutes ces villes qui sont en train d'être construites, quelle forme est-ce qu'elles vont avoir ? C'est ce qu'on appelle en anglais la question de la fenêtre d'opportunité, the window of opportunity. Et bon, je vais passer les détails, mais malheureusement, lorsqu'on regarde, et je crois que ça vous a été aussi expliqué hier par Shlomo Angel, lorsqu'on regarde au niveau mondial l'évolution de la densité moyenne des villes, elle a tendance à baisser sur quasiment tous les continents, et notamment en Europe. Là, vous avez une carte, par exemple, les villes qui apparaissent en rouge ici sont des villes dans lesquelles la densité par habitant a baissé. Là, ça doit être pour la période 90-2010. Et en bleu, c'est là où elle a eu tendance à augmenter. Ok, maintenant, deux autres points. Là, je vous ai parlé de bénéfices de la densité des villes. Il y a des bénéfices en termes de transport, il y a des bénéfices pour les villes à construire dense, parce que ça permet aussi de faire des économies en termes de longueur des réseaux, par exemple. Il y a tout un tas de bénéfices qui ont été mesurés, ça a été très bien dit. Des bénéfices en termes d'activité économique, même si ça peut être un peu plus subtil. Vous avez aussi des études qui regardent les bénéfices ou les inconvénients de la densité sur le bien-être des populations, et qui semblent conclure que, en tout cas dans les endroits où ça a été fait, qu'il y avait plutôt des impacts positifs, mais bien entendu, il y a également beaucoup d'aspects négatifs au fait d'avoir des quartiers denses. En fait, le plan d'une ville, la planification urbaine, ça joue sur énormément d'enjeux, et il y a des enjeux pour lesquels il s'avère qu'avoir une planification urbaine plutôt dense, c'est positif, d'autres pour lesquels c'est pas complètement évident. Vous avez, par exemple, donc ça a été mentionné juste avant, la question de l'exposition aux canicules, avec ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain, donc ce microclimat qui est en ville, et qui fait qu'il y fait plus chaud que dans les campagnes. Là, vous avez une carte, par exemple, de relevé de température qu'avait fait Météo France pendant la canicule de 2003, et vous voyez à quel point le centre de Paris était plus chaud que la Seine-et-Marne, par exemple, il y avait 8 degrés d'écart. Et ce microclimat est lié à beaucoup de choses, c'est un phénomène complexe, un phénomène physique, mais il est notamment plutôt plus important lorsqu'une ville est plus dense. Vous avez des questions également liées à la pollution de l'air. Donc voilà, par exemple, vous avez cette étude, donc ça a été également monté dans l'étude précédente, mais vous avez cette étude-ci qui avait analysé plus de 900 villes américaines, des grandes villes et des petites villes. Et sur ce graphique, vous avez en abscisse la densité des villes et en ordonnée l'exposition au PM2,5, donc un type de pollution de l'air. Et vous voyez que c'est des gros nuages de points, mais quand même, grosso modo, il y a une corrélation à la hausse. Donc, plus on est dense, plus on a plutôt tendance à être exposé, en tout cas quand on regarde en statique à un moment donné.
Et vous avez plein d'autres choses. Vous avez l'exposition au bruit, vous avez l'augmentation de la congestion lorsqu'on fait des villes plus denses. Vous avez, qu'est-ce qui est, oui, même juste le coût de l'immobilier qui peut être plus important si on restreint le foncier disponible, etc. Donc, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez tout un tas d'études qui montrent ça. Ce papier-ci, par exemple, qui comparait ces différentes dimensions sur une quarantaine de villes à travers le monde. Mais bref, mais du coup, et ces questions-ci, oui, pardon, sont des questions qui sont loin d'être théoriques. Vous savez tous toute la contestation qu'il peut y avoir lorsqu'on essaie de densifier une ville. Juste pour prendre quelques exemples de coupures de presse qu'il y avait pu y avoir ici à Paris ou même là en Suisse. Bon, ces questions, en fait, des conséquences sur le bien-être des populations et notamment sur l'environnement local de la densification posent question. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour concilier tous ces enjeux. En fait, c'est tout à fait possible de concilier tous ces enjeux, il suffit simplement de rentrer un petit peu plus dans les détails. En fait, le gros point ici, c'est que la densité, c'est un indicateur très très frustre en fait, de la structure, de l'organisation spatiale des villes. Il y a densité, c'est-à-dire que pour une même densité, vous pouvez avoir des quartiers qui ne se ressemblent pas du tout. Et en fait, souvent, c'est ces autres dimensions que la densité qui vont jouer là-dessus. Et encore une fois, hein, on ne peut pas du tout résumer une ville à simplement sa densité. Alors, juste pour prendre quelques exemples pour finir, vous avez par exemple cette étude-ci, une étude là, qui a été publiée en janvier de cette année, qui regarde comment concilier dans différentes villes du monde, comment différentes villes du monde plutôt réussissent à concilier à la fois densité de l'habitat et présence d'espaces verts. Donc, sur ce graphique ici, vous avez représenté pour les différentes villes des pays de l'OCDE, donc grosso modo les pays développés, en abscisse la densité dans le centre de ces villes, d'accord, et en ordonnée la fraction de couverts par des arbres, donc disons la quantité d'arbres voilà, qu'il y a dans le centre de ces villes. Et lorsqu'on met tous ces points, vous voyez qu'il y a vraiment une corrélation décroissante. Quand une ville est plutôt plus dense, il y a plutôt moins d'arbres dedans. Par contre, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que les points ils sont quand même très dispersés. C'est-à-dire que pour une même densité, il y a quand même un gros range, un gros intervalle de quantité d'arbres qu'il peut y avoir qui est différente. Et vous avez beaucoup d'exemples là-dessus. Ici, par exemple, vous avez une comparaison, alors il faut les prendre deux par deux, hein, les deux du haut et les deux du bas, de types de quartiers dans des villes du monde qui ont des densités proches, mais des couverts végétaux très différents. Et après, lorsqu'on creuse encore plus, les couverts végétaux, ça désigne différentes choses. Il y a les arbres d'alignement dans les rues, il y a les parcs, il peut y avoir les jardins privés, et qui ont tous, disons, des bénéfices apportés en termes de lutte contre les canicules qui sont de nature très différente, mais disons que je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Et la manière, si par exemple on s'intéresse à la pollution de l'air, lorsque on réfléchit à qu'est-ce qui fait qu'une ville plus dense peut exposer plus à la chaleur, effectivement, lorsqu'une ville est plus dense, a priori, les gens vont moins utiliser la voiture. Lorsqu'une ville est plus dense, a priori, les gens vont faire des trajets plus courts, donc on peut s'attendre plutôt à ce que lorsqu'une ville soit plus dense, il y ait moins de génération de polluants dans l'air, donc qu'il y ait moins de pollution de l'air. À l'inverse, lorsqu'une ville est plus dense, toutes choses étant égales par ailleurs, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de congestion, donc que chaque kilomètre en voiture émette plus de polluants, donc la balance entre les deux n'est pas claire. Et puis aussi, lorsqu'une ville est plus dense, du coup, mécaniquement, tout le monde habite plus près des sources de pollution, donc on peut s'attendre à ce que l'exposition à la pollution de l'air augmente. Mais vous voyez que tout ça est loin d'être simple. Et qu'en fait, comment est-ce que, lorsqu'on combine tout ça, ce que ça donne? En fait, ça dépend beaucoup du lieu, ça dépend beaucoup des types de véhicules, ça dépend du plan des rues, d'autant plus que la pollution de l'air, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il faut imaginer qu'il y a différents types de polluants qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, qui ne sont pas émises par les mêmes choses. Il y a des réactions chimiques entre eux, que tout ça dépend de la pluie, dépend du vent, dépend de l'ensoleillement. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de manières. Si par exemple on influe sur le trafic routier ou sur la circulation de l'air, de limiter la potentielle augmentation de l'exposition aux polluants si on rend une ville plus dense. Juste pour illustrer, hein, j'ai participé à un projet de recherche dans lequel on regardait ça sur l'Île-de-France. Bon, là c'est une des cartes, mais vraiment l'idée c'est que à une densité égale, on peut faire des choses, bien sûr, pour limiter cet impact. Et dernier point avant de conclure, en ce qui concerne l'impact sur les transports, de la même manière, je disais tout à l'heure que la densité n'est qu'un aspect. La densité, ça détermine où, disons, habitent les gens,
mais ça ne détermine pas où ils veulent aller pour se déplacer. Et donc il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, et notamment par exemple la répartition spatiale des emplois dans une agglomération est quelque chose qui joue beaucoup. L'exemple célèbre là-dessus, c'est la comparaison entre Kuwait City et Hong Kong, deux villes très denses, qui ont, disons, des caractéristiques en termes de répartition des habitants similaires, mais qui, voilà, pour tout un tas de raisons, ont des emplois qui ne sont pas du tout répartis de la même manière dans les villes. En fait, à Hong Kong, les emplois sont beaucoup plus concentrés que ce que vous pouvez avoir à Kuwait City. Et lorsqu'on regarde les trajets faits par les gens, il y a beaucoup plus de trajets faits en voiture à Kuwait City qu'à Hong Kong, simplement parce que c'est plus dur de faire un système en transport en commun qui marche bien si les emplois sont répartis partout. À l'inverse, si jamais vous avez des centres d'emploi bien identifiés vers lesquels convergent les transports en commun, là ça peut fonctionner, mais même si parfois ça peut aussi rater. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, peut-être juste pour conclure et résumer un peu les différents messages. Déjà, voilà, un message qui est vraiment très robuste et quelque part assez évident en soi, c'est qu'un habitat trop peu dense impacte négativement l'environnement. Ça impacte négativement l'environnement parce que ça rend très difficile le fait de ne pas se déplacer en voiture. Et la voiture, même lorsqu'on a une voiture électrique, reste quelque chose qui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, est beaucoup plus émetteur que quasiment tous les transports en commun possibles, et bien sûr, beaucoup plus que la marche ou que le vélo. Et c'est encore pire si on parle en termes de ressources nécessaires à la fabrication. Il y a d'autres enjeux environnementaux dont je n'ai pas parlé. Bien sûr, faire des villes plus denses a un impact majeur pour freiner l'érosion de la biodiversité, parce que l'artificialisation des sols, que ce soit sur des terres agricoles ou sur des zones naturelles pour pouvoir construire des logements, c'est le driver principal, d'après l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité, c'est le driver principal des baisses de biodiversité. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que donc la densité de l'habitat, c'est un facteur nécessaire à la transition énergétique puis aux questions environnementales. Cependant, il y a d'autres enjeux qui existent aussi. Et un habitat qui est trop dense peut nuire à la qualité de vie des habitants si jamais, du fait de la densité, si jamais l'augmentation de densité s'accompagne d'une perte en espace vert, s'accompagne d'une augmentation du trafic routier ou des bouchons, ça s'accompagne d'une augmentation du bruit, etc. Mais il y a un si. Et c'est-à-dire qu'en fait, mon message global, c'est que l'idée n'est pas simplement de faire dense, l'idée c'est de faire dense en ayant des mesures d'accompagnement pour éviter tout ça. Ce qui reste quand même, c'est que plus un quartier est dense, plus le coût d'éviter toutes ces nuisances peut devenir élevé. Donc, au total, ce n'est pas non plus forcément nécessaire de faire trop dense. C'est plutôt une question de seuil, c'est plutôt une question de seuil minimal, au-delà duquel on réduit très fortement les impacts sur l'environnement. Et c'est aussi une question de projet global cohérent lorsque l'on augmente la densité d'une ville. Voilà, merci beaucoup.